bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé ce midi à Riyad, la capitale du Royaume de l'Arabie Saoudite, pour participer aux travaux du sommet arabo-latino-américain. Nous irons à Riyad en début de journal. Également dans l'actualité de ce soir, des centaines de personnes se sont rassemblées hier à Mogadiscio, dans la capitale somalienne, pour dénoncer les récents carnages des terroristes islamistes d'Al-Shabaab. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé ce midi à Riyad, la capitale du Royaume de l'Arabie Saoudite, pour participer aux travaux du sommet arabo-latino-américain. Un accueil chaleureux et officiel a été réservé au chef de l'État, où il a été accueilli par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier, son Altesse royale Mohammed Al Naïf. Et les discussions du 4e sommet arabo-latino-américain doivent soutenir le partenariat et les relations de coopération dues entre les deux régions dans tous les domaines. C'est ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Souf. Vous l'entendrez. Le renforcement de la coopération économique et culturelle entre les deux ensembles constitue le principal ordre du jour de ce sommet. L'intensification de la collaboration que les deux ordres entretiennent en matière de lutte contre le terrorisme est également portée à l'ordre du jour de cette réunion. Le conflit israélo-palestinien et la guerre au Yémen, en Syrie et en Libye seront aussi évoqués dans ce sommet de 2 jours. Et justement, un responsable de la Ligue arabe a indiqué, je cite, « Nous convergeons avec les États de l'Amérique latine sur l'importance des principes du droit international dans le cadre des relations internationales, dans le principe de la solution au conflit par des moyens pacifiques et l'abstinence de l'intervention dans les affaires intérieures de tout pays ». Fin de citation. Une importante délégation, donc on le rappelle, comprend notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, accompagne le président de la République dans ce déplacement en Arabie Saoudite. Écoutez à présent le chef de la diplomatie djiboutienne. Il a, dans une interview accordée à notre envoyé spécial, déclaré que la question de la Palestine et la souffrance de ce peuple sera au cœur des discussions pour obtenir une protection internationale pour le territoire palestinien occupé. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, vient d'arriver à l'instant pour participer au 4e sommet des pays arabes et des pays de l'Amérique du Sud. Bien entendu, malgré les distances géographiques qui séparent ces deux espaces, il y a beaucoup de centres d'intérêt qui sont donc à l'ordre du jour, notamment les investissements et le commerce. Vous savez qu'avant ce sommet, il y a eu déjà un forum des hommes d'affaires qui s'est déroulé il y a quelques jours, qui a réuni des centaines d'entreprises des deux espaces économiques. Et ce sommet va valider un peu ces orientations générales que le secteur des affaires et du commerce a pu mettre en place. Vous savez, il y a également des sujets politiques très importants qui sont à l'ordre du jour. Pour les pays arabes, la question de la Palestine est centrale. Vous savez qu'aujourd'hui, la mosquée d'Al-Aqsa vit une situation d'agression permanente. Les Palestiniens ne peuvent plus y faire la prière. Il y a maintenant un concept de partage temporel et physique de la mosquée qui est en train d'être mis en place par les autorités d'occupation israéliennes. Donc les pays arabes ont beaucoup débattu de cette question de la mosquée d'Al-Aqsa, et qui est une question politique très importante. Bien entendu, le peuple palestinien est sous un embargo et sous une pression énorme. Bien entendu, il faut maintenant, comme le demandent les pays arabes, une protection internationale pour le peuple palestinien. Il y a une initiative qui est lancée au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, et ensuite, une fois que cette résolution sera adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies, il faudra batailler pour que et donc le Conseil de sécurité des Nations unies puisse adopter et valider cette résolution. Mais nous le savons à l'avance qu'il y aura des pays qui vont s'opposer, des pays qui ont le droit de veto. Donc à ce type de résolution, je crois qu'il y a aussi un effort de communication qui va être fait au niveau de l'information, campagne d'information auprès des opinions publiques occidentales, pour leur expliquer
la situation humanitaire dramatique qui est en train de se dérouler devant nos yeux dans les territoires occupés. Et pour plus d'explications sur ce sommet, la rencontre réunira 21 pays arabes et 12 pays d'Amérique latine. Une déclaration de Riyad est actuellement en préparation. Ce document de 20 pages contient une douzaine de décisions exécutoires ainsi que des recommandations futures. Il se concentre donc globalement sur la réaffirmation d'une coopération économique et politique accrue entre deux blocs éloignés. Le texte insiste principalement sur la nécessité de favoriser le dialogue et la coopération entre les pays arabes et d'Amérique latine, ainsi que de mettre en place une collaboration diplomatique stratégique. Les pays participants insistent également sur l'importance de développer la coopération socio-économique entre eux en amorçant des projets de développement complémentaires. Ils soulignent l'importance de lutter contre la pauvreté dans leurs États respectifs et d'améliorer le niveau de vie des populations. Ils mettent aussi l'accent sur l'importance de la coopération sud-sud. Ils réaffirment le droit des pays à se doter du nucléaire civil et appellent Israël à se retirer des territoires occupés depuis 1967. Enfin, donc, les recommandations portent principalement sur l'arrêt de l'usage de la force disproportionnée par Israël contre la bande de Gaza et sur la condamnation du terrorisme dans toutes ces manifestations. Le texte prévoit aussi une mention spéciale pour les pays de la région qui continuent d'accueillir les réfugiés syriens, et les pays participants y expriment leur étonnement devant l'exemplarité de l'accueil réservé au flot des réfugiés tant au Liban qu'en Jordanie, en Égypte et en Irak. Autre actualité de ce soir, le président de la République somalienne, Hassan Sheikh Mohamud, a quitté ce matin la capitale djiboutienne pour Riyad, en Arabie Saoudite, afin de participer au 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et ceux d'Amérique latine. Il a été salué à son départ par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et les membres du gouvernement. Et rappelons que le chef de l'État somalien est arrivé hier à Djibouti pour une visite officielle de 24 heures et a été reçu par le chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Les discussions entre les deux chefs de l'État ont porté essentiellement sur les bonnes relations entre les deux pays ainsi que sur les derniers développements dans les domaines politiques et sécuritaires, surtout en Somalie. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud est accompagné dans ce déplacement par une importante délégation de notamment le directeur général à la présidence somalienne, Ali Mohamed Omar, et ont participé à cette entrevue qui s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes entre les autorités des deux pays, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le secrétaire général de la présidence, Ismaël Hussein Tani, et durant son court séjour dans la République, le président somalien avait affirmé que cette visite intervient après avoir reçu une invitation du président Guelleh. Les deux chefs d'État ont discuté sur les voies et moyens de renforcer davantage les liens fraternels qui existent entre nos deux pays en ce qui concerne la situation sécuritaire en Somalie. Le gouvernement somalien poursuit toujours ses efforts pour consolider la paix et la sécurité en Somalie. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur du Japon, accrédité à Djibouti, Tatsuo Arai. La rencontre s'est donc déroulée au salon de l'heure de l'Assemblée nationale et ce en présence du député Elmi Obsi Ouaes, premier vice-président et du directeur du cabinet du président du Parlement, Mahdi Wabri Hassan. Justement, donc, le président Ali Hamed, en rappelant la forte amitié liant Djibouti et le grand pays d'amis qu'est le Japon, s'est félicité de l'excellence, de la qualité des relations d'amitié et de coopération multiformes et multidimensionnelles existantes depuis de longues dates entre nos deux pays. Il a ensuite, par le biais de l'ambassadeur, remercié infiniment le gouvernement du Japon pour toute l'aide apportée à notre pays. Il a également indiqué les échanges fructueux avec le président de la Chambre des représentants du Japon lors de leur rencontre il y a quelques mois de cela, à l'occasion de la participation du président de l'Assemblée, Mohamed Ali, à la conférence des jeunes parlementaires organisée à Tokyo par l'Union interparlementaire, visite effectuée aussi dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays amis. En réponse, l'ambassadeur Tatsuo Arai, après avoir remercié le président Hamed pour l'accueil chaleureux, s'est dit très heureux de travailler avec les autorités djiboutiennes pour le développement socio-économique de notre pays, tout en précisant les domaines d'intervention de la coopération nippone dans notre pays, à savoir
le développement des infrastructures socio-économiques, l'éducation et la sécurité. Les discussions ont également porté sur le renforcement des capacités de l'Assemblée nationale par la formation du personnel informatique à travers la mise à disposition d'un ingénieur japonais en son et en audiovisuel, mais aussi la dynamisation des groupes d'amitié interparlementaire Djibouto-Nippon. Enfin, le président du Parlement a assuré le diplomate japonais de sa disponibilité à œuvrer encore davantage à la coopération interparlementaire entre les deux assemblées djiboutiennes et japonaises, mais à la consolidation des liens d'amitié entre les deux peuples. À l'issue de cette entrevue, les deux responsables ont échangé des cadeaux. C'était sur les images avant la traditionnelle photo de famille et la visite guidée du diplomate japonais dans les locaux de l'Assemblée nationale djiboutienne. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Rassem Sarr, a réuni ce matin dans son bureau l'ensemble des responsables sanitaires des structures publiques et parapubliques. Et l'objectif de cette réunion était avant tout de procéder à la préparation des dispositifs d'urgence et la mise en place des moyens médicaux dans les différents hôpitaux du pays. Cela en vue des alertes météorologiques annoncées dernièrement. Dans sa réaction, le ministre de la Santé, Dr Kassim Sarr Ousmane, a également ordonné la disponibilité des paramédicaux et des responsables dans les différentes structures sanitaires sous 48 heures afin d'être prêt à accueillir les personnes nécessiteuses au cas où le typhon toucherait notre pays. Direction Obok, où l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture a octroyé hier des matériels et accessoires de pêche au profit de 3 coopératives dans la région, composées de filets multiples, des glacières, des balances et autres équipements de pêche, ce dont a été donc réceptionné par les représentants des coopératives de la pêche, de la ville d'Obok, de Dalai et de Angaro, et ce en présence du préfet d'Obok, Hassan Dabalé, et du président du conseil régional. Eh bien, le coordinateur de l'UGP et l'ingénieur Baragouita Saïd et le représentant de la direction de la pêche, Ali Youssouf, ont supervisé la distribution de ce don de matériel qui va permettre sans doute de renforcer les capacités de productivité des 3 coopératives. Le préfet et le président ont remercié les représentants du ministère de l'Agriculture pour ce don de matériel. Ils ont tour à tour félicité les multiples interventions du projet Prodermo dans la région d'Obok, avec la réalisation des ouvrages hydrauliques pour améliorer l'accès à l'eau des populations dans les zones éloignées. L'une des réalisations palpables et sans doute ont affirmé les autorités d'Obok et le barrage de Sadaï, dont les travaux de construction ont été finalisés. La distribution des matériels de pêche au profit des coopératives de pêche du Nord intervient suite au paiement de la contrepartie de 10% pour les coopératives. Ceci montre la bonne coopération entre les coopératives de Tajora et de Hayou. L'ingénieur Baragouita Saïd et coordinateur du projet Prodermo a indiqué pour sa part que le don de ces matériels de pêche au profit des coopératives intervient après un don similaire pour les coopératives de Tajora. Écoutez. Vraiment, le gouvernement nourrit l'espoir de développer ce secteur et le premier obstacle qui était la constitution des coopératives. Il fallait organiser les coopératives, ce que nous avons fait, ce que le gouvernement fait. Et donc, après l'organisation, nous avons recensé leurs besoins, a fait une commande de matériel professionnel et qui permettra d'améliorer sensiblement la production. Effectivement, il reste beaucoup de choses à améliorer au niveau des infrastructures. L'État y a pensé et il y a des grands projets au niveau du FIDA, au niveau de la BAD qui arrivent et donc les coopératives organisées pourront vraiment valoriser tout ce travail-là. Le prix du poisson a augmenté à Djibouti. Il y a un grand marché de poissons. Le problème des régions, c'était vraiment l'autonomie en glace. Donc maintenant c'est en partie réglé. Et j'ai dit le projet, le PRAREV qui a débuté il y a 1 an, donc va venir avec de gros moyens. Mais en fait vraiment il faut que les ressources humaines, que les coopératives aient une capacité d'absorption de cette aide. Et je pense qu'on est bien parti. Nous sommes en discussion avec un privé qui est le Red Sea Fishing, qui est prêt à s'approvisionner au niveau
de Tadjoura et de Bok. Hein. Si vraiment les prix sont importants, c'est en 2-3 jours, ils sont capables de produire une tonne et demie. Et donc la société est prête à venir les chercher et améliorer l'écoulement de ces poissons. En bref, et en image, l'association jeunesse des jeunes actifs de quartier 3, en collaboration avec l'ABEL, l'organisation de la diaspora belge, a organisé une distribution de kits scolaires pour les enfants des plus démunis, parrainé donc par la députée, le président de l'association des jeunes actifs de quartier 3. L'association procédait à une distribution de coupons afin que les jeunes puissent en profiter. Et bien donc, jeunes et moins jeunes parents se sont réunis pour remercier de ce geste de l'association qui a pensé aux enfants vulnérables djiboutiens, un geste soutenu et accompagné par la diaspora djiboutienne installée en Belgique. Ils ont tous exprimé leur entière satisfaction à l'égard du geste de cette association et de la diaspora djiboutienne à Bed, ainsi que la députée présente à leur côté. La génération du concret se rendue hier à Ouahledaba. Elle a été accueillie par le président de la commune de Balbala, Youssouf Hassan Nouhou. Et la présidente du réseau des associations du quartier, Mme Mariam Moussa Ali, a rappelé les efforts fournis par le chef de l'État et son gouvernement. Elle a cité les nombreuses réalisations du gouvernement dans ce quartier, comme les infrastructures routières, les centres des soins, ainsi que les CDC. Le président du conseil du quartier a rappelé de son côté la mobilisation de son quartier pour la grande marche du 1er novembre et a émis des doléances pour sa part le président de la commune de Balbala. Également dans l'actualité, le méga cancer qui clôture la semaine nationale et africaine de la jeunesse s'est déroulé dimanche soir donc au Stade Guled. Que ce soit au Stade Guled vers où ont convergé des milliers de mélomanes à la télévision nationale ou sur les réseaux sociaux, cette soirée qui a rassemblé une palette d'artistes nationaux et régionaux restera à coup sûr un événement sans précédent dans les annales du showbiz djiboutien. Actualité à présent hors de nos frontières, des centaines de personnes se sont rassemblées hier à Mogadiscio, dans la capitale somalienne, pour dénoncer les récents carnages des terroristes islamistes d'Al-Shabaab. Fin juillet, donc, les Shebab ont revendiqué l'assassinat d'un député somalien et de ses gardes du corps dans un quartier sud de la capitale, expliquant qu'ils continueraient de cibler les parlementaires. La marche est une réponse globale contre les récents agissements des terroristes d'Al-Shabaab qui ont tué un député somalien par balle dans une attaque dans sa voiture et qui a eu lieu samedi dernier. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les insurgés islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué le meurtre précédent. Le message donc transmis par les manifestants durant cette marche, en majorité des femmes et des enfants, sont ne pas tuer nos députés en Somalie. Les Shebab ont juré la perte des fragiles autorités somaliennes épaulées dans leur combat par la force de l'Union africaine, la MISOM, déployée depuis 2007 et actuellement forte de 22 000 soldats. Eh bien, Ali, il y a bien du pétrole sous le plus vieux parc naturel d'Afrique. Les résultats de l'étude sismique réalisée par la société britannique SOCO sont positifs, selon le ministre congolais des hydrocarbures, qui n'a pas donné davantage de précision. Cela fait longtemps déjà que les spécialistes s'en doutaient, mais cette confirmation ravive chez certains la crainte d'une possible exploitation de ce pétrole, qui mettrait en péril cette réserve naturelle exceptionnelle d'environ 800 000 hectares classés au patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est désormais officiel, il y a bien du pétrole dans le sous-sol du parc de Virunga, mais à ce stade, rien n'indique que ce pétrole présente les caractéristiques nécessaires pour être exploité. Pour en voir le cœur net, seule solution, réaliser des fourrages, une pratique interdite par les règlements de l'UNESCO. Sous pression internationale, la RDC a suspendu le permis d'exploration qu'elle avait accordé à l'entreprise SOCO.
Donc, mais les défenseurs disaient que les droits de l'homme ne sont pas donc rassurés pour autant. Ils craignent que le gouvernement ne cède ce permis à une autre entreprise, quitte à sacrifier les Virunga au nom du développement économique dans cette région. Or, le parc abrite en effet plusieurs espèces animales menacées par lesquelles le gorille des montagnes offre une diversité de paysages exceptionnels. À l'étranger, toujours, Moscou affirme la thèse que le crash du Sinaï pourrait être un attentat. Le Premier ministre russe a admis la possibilité d'un acte terroriste et était à l'origine du crash le 31 octobre d'un avion russe en Égypte. Le chef de la diplomatie britannique évoquant un attentat à la bombe du groupe État islamique. La branche égyptienne du groupe djihadiste de l'État islamique avait assuré être responsable de ce crash de l'appareil dans le désert du Sinaï qui a coûté la vie aux 224 passagers et membres de l'équipage, presque toutes des Russes. Et plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis, ont évoqué la piste d'une bombe à bord de l'Airbus de la compagnie russe qui devait rallier Saint-Pétersbourg au départ de Sharm el-Sheikh. Selon un porte-parole du groupe Airbus, a pour sa part donc suggéré que l'appareil A321 n'était pas en cause, car compte tenu des retours de l'enquête, il n'a pas été constaté de dysfonctionnement sur l'appareil. C'était le journal de rédaction. Merci à vous de votre aimable attention.